tous. On va poursuivre, c'est enregistré. Parfait. Je vais partager mon écran, puis on va commencer tout simplement. Je vais essayer de gérer le chat en même temps. Ça a coupé, mais là c'est bon, parfait. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran? Si quelqu'un peut me dire ça dans le clavardé. Parfait. Merci Gaël. Je commence. Donc bonsoir, moi c'est Mathieu. Je suis ici en tant qu'invité international. Je suis chercheur au Québec. Malgré mon accent, je ne suis pas québécois, sans vouloir décevoir qui que ce soit. Je suis français, mais établi au Québec depuis 21 ans. Je suis professeur à l'UQTR, donc c'est une université à Trois-Rivières qui se situe entre Québec et Montréal. Je suis au département des sciences de l'éducation, donc on forme les futurs enseignants et enseignantes au Québec, des enseignants de la maternelle jusqu'aux futurs enseignants du secondaire, donc l'équivalent du lycée, et de la formation aussi pratique. On forme bien sûr à l'université aussi, et vous allez voir qu'on forme nos collègues. Je suis titulaire de la chaire d'excellence en enseignement, co-titulaire, et du laboratoire du même nom qui s'appelle ENATERA, Éducation par la nature et territoire apprenant. Puis aujourd'hui, on a décidé de vous parler en fait de la place de l'éducation par la nature à l'université. Donc vous allez voir, on fait plein de projets, mais là on va vous parler spécifiquement des projets qu'on fait au niveau de l'université, donc de la formation à et par l'éducation par la nature. C'est quoi nos réflexions, quelles actions on met en place actuellement. Donc, c'est surtout des exemples d'actions qu'on a pu mettre en place dans les dernières années. Donc, ce laboratoire, on est co-titulaire avec ma collègue Geneviève Bergeron. On a tous les deux des spécialités de base un peu différentes. Geneviève est spécialiste de gestion de classe. Moi, je suis plus spécialiste à l'éducation préscolaire, mais surtout sur le jeu extérieur dans le développement de l'enfant. On a plein de membres à la chaire, des chercheurs de différentes disciplines, autant didactiques, pédagogiques, mais également en fait de différents départements. On a des collègues en sciences de l'environnement qui collaborent avec nous, des collègues en culture, loisirs et tourisme également. Puis on a des étudiants de tout cycle. Donc dès le premier cycle, ils commencent à faire des travaux avec nous, à documenter, et au cycle supérieur, donc maîtrise, doctorat et post-doctorat qui nous accompagnent dans nos différents travaux. On a plein de partenaires, des partenaires des milieux éducatifs. Et là, j'attire votre attention. Donc là, on a des écoles, on a des centres de services scolaires, donc c'est les regroupements d'écoles régionaux. On a aussi le bureau des relations et à l'engagement auprès des premiers peuples. C'est important pour nous d'être en lien avec ce bureau-là qui représente les perspectives autochtones au Québec, notamment par la présence de Jacques Newashish, qui est un aîné Atikamekw, qui est en résidence à l'université. Donc, il était engagé pour sensibiliser l'ensemble de l'université sur les perspectives autochtones. Et donc, quand on parle d'éducation par nature, vous allez comprendre que cette perspective-là, à partir du moment où on est dans un territoire qui est autochtone, c'est important d'en prendre compte et de la considérer dans nos réflexions, dans notre vécu à travers le territoire. Puis Jacques nous accompagne en fait dans plusieurs des projets. Il est souvent la clé d'allumage de plusieurs projets d'accompagnement. On a aussi des partenaires du milieu communautaire, c'est très important pour nous. On a Enfants Nature, Piliers Verts qui sont des partenaires locaux, mais on a aussi Solonia qui est un partenaire français avec qui on échange beaucoup pour en fait corroborer nos visions ensemble, réfléchir sur ce qu'est l'éducation par nature pour nous. On est aussi un milieu de recherche, donc on a plusieurs laboratoires de recherche dans lesquels on fait partie en tant qu'équipe. Notamment en petite enfance, sur l'éducation en plein air en général, sur la réussite éducative et sur l'inclusion. Notre laboratoire, notre chaire, elle a une mission qui est de développer en fait l'éducation par nature en tant que créneau de recherche, de formation et d'action sociale innovant. Quand on dit innovant, ça dépend toujours un peu du point de vue. L'éducation par nature ou en plein air, c'est assez populaire en ce moment. On a parfois l'impression que c'est nouveau. Par contre, c'est présent dans plusieurs pays occidentaux, mais en
reconnaît son origine quand même, notamment dans les communautés autochtones de partout dans le monde qui enracinaient en fait l'éducation dans le territoire et qui le font toujours. Nos projets de formation en fait et de recherche touchent les enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire, du post-secondaire. On a des projets sur ces différents niveaux. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler surtout des projets en lien avec le post-secondaire, donc à l'université. On a en fait tous nos travaux, on les axe sur 3 enjeux sociaux interdépendants qui sont la nécessité pour nous d'améliorer la qualité de l'enseignement du préscolaire à l'université. On a au Québec, comme un peu partout, des pratiques qui sont encore assez traditionnelles, où les élèves sont plutôt passifs, avec une approche plutôt top-down, qui s'adresse principalement à l'esprit. Pour nous, c'est une façon de rendre en fait l'éducation plus vivante, de situer les savoirs dans des contextes où en fait ils peuvent prendre vie. Le deuxième enjeu, c'est la nécessité, bien sûr, de contribuer à la transition socio-écologique. Quand on regarde la crise climatique sous un angle social, donc cela passe surtout par la collaboration des acteurs des différentes communautés à la recherche de réponses contextualisées et territoriales aux défis socio-environnementaux en s'appuyant sur l'éducation. Pour nous, c'est vraiment important. Je pense qu'on est un levier à ce niveau-là. Et le troisième enjeu, c'est la nécessité d'améliorer la santé des populations. Donc, on le sait déjà, il y a beaucoup de bénéfices de l'exposition directe à la nature qui sont démontrés d'un point de vue scientifique. Donc, ce sont les 3 enjeux qui sont sous-jacents à l'ensemble de nos travaux. Les objectifs de la chaire en tant que telle, donc ça c'est le côté plus formation, c'est de créer des conditions nécessaires au développement d'un territoire apprenant et à la mise en œuvre de l'éducation par la nature en tant que credo de formation et de recherche innovant. Donc c'est dans un premier temps de former les étudiants de notre université, donc l'UQTR. Quand vous allez voir UQTR, c'est notre université, par et pour l'éducation par la nature. C'est de former les futurs enseignants et des enseignantes en exercice à l'éducation par la nature et par l'éducation par nature. Et c'est aussi de former des élèves et enseignants d'écoles partenaires par l'éducation par nature. Donc ça, c'est le côté un peu plus formation continue. Pour nous, c'est important quand même de parler de ce qu'on entend par nature. C'est un concept qui est hyper polysémique. On ne veut pas rentrer dans cette polysémie-là, mais on doit quand même se positionner pour que les gens puissent comprendre ce qu'on fait nous. Donc, on n'est pas forcément à la recherche d'un lieu sauvage. Pour nous, la nature, c'est une vision qui inclut l'ensemble du non-vivant et du vivant, dont l'humain et la culture. Donc, on se place un peu sur un continuum d'une nature plus ou moins aménagée ou sans empreinte. Donc, tous les lieux, pour nous, peuvent être porteurs d'apprentissage, que ce soit des infrastructures urbaines avec une dégradation de la biodiversité ou encore qui sont marqués par des défis socio-économiques. En fait, ils peuvent faire émerger de multiples réflexions, notre rapport au lieu, les causes des inégalités, engendrer des projets de mobilisation chez les personnes apprenantes. Donc, pour nous, c'est important de considérer la nature dans sa globalité. Je fais une petite pause pour couper pour voir si ça suit encore. Oui, ça a l'air de suivre. Je m'excuse, mais le travail avec 2 écrans n'est pas évident. Notre éducation par nature. Donc, j'utilise le terme éducation par nature et non pas école du dehors ou éducation plein air, etc. Parce que pour nous, c'est une spécificité en fait où ça repose sur des interactions directes avec l'environnement naturel, culturel et social. C'est pour nous une stratégie d'enseignement plus transversale qui offre des expériences d'apprentissage plus connectées, plus sensibles à la réalité et au monde qui nous entoure. C'est le caractère expérientiel en fait qui constitue pour nous un aspect central de l'éducation par nature ou l'outdoor education, notamment en contexte universitaire. Ça permet de traiter une foule de sujets de manière plus concrète et moins morcelée en fait. Donc pour nous, c'est vraiment une mise en action dans des contextes, des expériences authentiques, collaboratives et riches sensoriellement. Donc on est dans quelque chose de plus holistique. On veut bouger, manipuler, réfléchir, comparer, faire des choix, etc. Donc cette éducation par nature, nous, on la considère dans la nature, donc comme contexte, mais surtout avec la nature, avec l'expérience, avec l'environnement qui me forme, me déforme, des fois me transforme. On est aussi dans une éducation par la nature, avec un courant un peu plus naturaliste, où on est en relation, on crée des liens. C'est un peu le courant de l'éco-formation. On est aussi une éducation sur la nature, parce que dans un courant un peu plus scientifique, un courant plus systémique, on apprend aussi sur la nature à travers cette éducation-là. Mais on a aussi une éducation pour la nature, où on a un courant un peu biorégionaliste,
critique, praxique de cette éducation en fait par la nature. Puis on est aussi une éducation en tant que nature. On est dans un courant holistique d'où on embrasse la cosmovision en fait de cette éducation-là. Donc, et ce qui nous semble important, nous, dans notre façon de voir cette éducation, c'est surtout la relation avec cette nature-là. On a quand même des spécificités. On a toutes sortes de façons de d'opérationnaliser en fait l'éducation par nature. Mais nous, on va vers certains types de projets par rapport à d'autres personnes chercheurs, notamment au Québec, où on a un ancrage territorial de nos recherches et de nos formations. C'est une éducation qui est ancrée dans le lieu. Et aussi, on a une recherche qui est plus appliquée, plus souvent participative ou partenariale, qui est avec, pour et par en fait la communauté. Donc, c'est de connecter les personnes et les solutions pour que ce soit contextualisé, situé. Donc, on utilise beaucoup les recherches-actions et les recherches partenariales. Qu'est-ce que c'est pour nous l'éducation ancrée dans le territoire, dans le lieu? C'est de partir de l'environnement local, qui est le point de départ en fait de l'apprentissage. C'est un petit peu en riposte à la mondialisation. On veut redonner une voix aux savoirs locaux, aux réponses situées, sans pour autant compromettre l'analyse des relations avec ce qui se vit à l'international. Mais c'est une éducation qui s'intéresse au passé, au présent, mais aussi au futur, avec la mise en valeur de différents types de savoirs portés par le territoire. Ça peut être des savoirs culturels, des savoirs sociaux, historiques, naturels, ou des savoirs autochtones aussi. Et c'est aussi une éducation qui est ancrée dans des enjeux socio-environnementaux portés par ce territoire-là. Là, sur l'image, on voit la rivière Milette. Je vais en parler un petit peu tantôt. C'est une rivière qui passe dans notre campus universitaire, où il y a plusieurs questions qui sont soulevées par les apprenants. On peut apercevoir la pollution, on peut apercevoir des ferrobactéries. On sait qu'elle déborde régulièrement aux crues printanières. On sait qu'historiquement, elle a été aussi elle fournissait la glace en fait qui permettait aux gens de garder les aliments. Donc c'était une glace qui était propre parce qu'il y avait des falaises. Donc tout ce territoire-là, faut le connaître pour mieux l'appréhender en fait, pour mieux comprendre les enjeux de demain aussi. Et donc notre territoire, on le voit un petit peu comme ayant une identité propre à lui. Puis ce territoire-là, l'objectif en fait qu'on veut faire, c'est ultimement une transformation des rapports au monde, donc le développement d'un sentiment de connexion, d'attachement aux cultures, aux communautés, aux environnements naturels. C'est l'idée en fait de transformer les rapports que nous entretenons avec le monde. C'est un petit peu de percevoir la nature comme un réseau complexe de vie dont on fait partie et auquel nous sommes intimement reliés. Et ce qu'on veut créer, en fait, c'est un sentiment d'interdépendance. Pour faire ça, on a souvent le même dispositif qu'on met en place, que ce soit avec les enfants de maternelle comme avec nos étudiants à l'université. C'est de faire dans un premier temps une immersion sur le terrain pour faire l'expérience en fait, pour comprendre en situation. Donc c'est le point de départ. Et cet apprentissage-là, il est déclenché par le lieu. Après, on le contextualise, on le vit, on l'expérimente. Puis on essaye de mobiliser tous les sens. Donc souvent, dans un début d'expérience, on va faire rendre compte aux apprenants des différents sens qu'on peut avoir, qui sont mobilisés dans un environnement extérieur, qui sont moins utilisés en salle de classe, par exemple. Et c'est une éducation qui repose beaucoup sur des processus plus inductifs. On part de l'émergence, en fait. On part des intérêts, des questionnements des apprenants, et c'est ce qui va influencer le contenu. Donc, des fois, oui, on peut avoir une intention d'apprentissage derrière la tête, mais on est toujours alerte à ce que vivent les apprenants pour susciter un apprentissage qui est plus large. Et on essaye de tendre vers l'interdisciplinaire pour amener à se mobiliser, en fait. Donc, c'est donc l'idée de soutenir une expérience du monde qui touche la personne apprenante de façon profonde et qui la fait vibrer, en fait. Et on espère assez pour changer quelque chose en elle. Je fais cette introduction-là parce que c'est important de comprendre le contexte, notre vision des choses pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, nous, à l'université. On a la chance, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'avoir un environnement naturel très riche. On a 60 hectares
avec 5 milieux naturels différents. On a une vieille pinède, on a un milieu humide, on a des forêts mixtes, on a une rivière, la rivière Milette dont je vous ai parlé, qui passe sur le terrain. C'est un territoire atikamekw non cédé. Puis l'aîné en résidence que je vous parlais tantôt nous racontait que c'était un lieu de rencontre en fait pour les communautés atikamekw. Qui s'appelle le Nidaskinan. Puis en fait, actuellement, ces boisés-là, donc c'est l'université qui est sur ce territoire-là, ça reste un lieu de connectivité pour les communautés de Trois-Rivières où en fait les étudiants s'y retrouvent, mais il y a les travailleurs de l'université, mais aussi les citoyens de la ville parce qu'il y a une piste cyclable qui passe au travers. Donc pour nous, c'est quand même un lieu de rencontre et qui a une biodiversité très importante. Je vous montre quelques images. On a quelques éléments un petit peu particuliers de notre site où, dans la vieille Pinède, on peut avoir comme une sorte d'amphithéâtre naturel où on peut se réunir en grands groupes. Les abords de la rivière, on a des pentes qui vont justement vers le milieu humide et vers la rivière, où on retrouve un barrage notamment. Donc, c'est plein d'éléments très caractéristiques de notre environnement, de notre territoire, qui permettent des apprentissages. Et là, je vais aller un peu plus dans le vif du sujet avec les apprentissages. Maintenant, nous, nos projets à Enaterra, donc à notre laboratoire et Cher, on a des projets où on va former des personnes formatrices, donc des personnes qui sont professeurs universitaires, qui sont chargés de cours à l'université. On va donner de la formation universitaire donc aux futurs enseignants, mais dans d'autres départements aussi. Donc, on pense en ergothérapie, en culture, loisirs et tourisme, en sciences de l'environnement. Et aussi, on va accompagner des enseignantes et enseignants en formation continue. Et je vais aller un petit peu dans le détail sur ces projets-là et vous parler un petit peu des premiers projets qui ont permis le développement en fait, d'une vision de l'éducation par la nature à l'UQTR. Un des premiers projets qu'on a mis en place, c'est de créer un portrait en fait, des activités d'enseignement tout département confondu, pour savoir qui utilise les environnements extérieurs de notre campus à des fins de formation. Ça a été intéressant parce qu'on a pu se rendre compte que différents départements utilisent l'extérieur à des fins de formation. Biochimie, chimie, physique, sciences forensiques qu'on a à l'université, orthophonie, gestion, management, sciences de l'éducation bien sûr, sciences de l'environnement aussi qui sont très présents. Mais on a aussi psychoéducation, travail social, études en loisirs, culture, tourisme, ergothérapie, philosophie et art qui utilisent notamment les environnements extérieurs. Et ce qui est intéressant dans notre portrait des activités, c'est qu'on s'est questionné sur c'est quoi les utilisations qu'ils font de cet environnement-là. Et là, ça allait un peu dans tous les sens. Donc, on avait plusieurs qui faisaient de l'observation avec les étudiants, notamment de l'identification de faune et de flore. Mais il y en a qui faisaient de la pleine conscience avec leurs étudiants, qui utilisaient l'extérieur pour faire des activités brise-glace, de la pratique réflexive. Il y en a qui l'utilisaient pour du développement moteur et physique, mais aussi des personnes formatrices qui utilisent ces environnements-là vraiment pour les contenus de leurs cours, pour aller faire de l'apprentissage en fonction de certaines théories. Et donc, les avantages que certaines personnes formatrices ont nommés dans ce portrait-là, c'est notamment des liens de théorie pratique qui étaient beaucoup mobilisés dans ces environnements extérieurs-là, beaucoup d'interdisciplinarité, mais ils voyaient des avantages aussi chez les apprenants, chez les étudiants, avec une augmentation de la participation, une augmentation de la motivation, de l'attention et de l'écoute. Donc, on trouvait ça intéressant. On a essayé aussi de faire ressortir les contraintes. C'est les mêmes que partout, c'est la météo, l'habillement qui ressortait chez les personnes formatrices. Donc, ce portrait-là nous a permis un petit peu de savoir qui utilisait et puis comment on pouvait se soutenir un petit peu. Un deuxième élément qu'on a mis en place, c'est on est en train de créer une cartographie du potentiel didactique et pédagogique qu'on a appelé déboisé, mais c'est de cet environnement naturel-là. Et là, on va en fait régulièrement avec des étudiants, des personnes chargées de cours, des didacticiens, qui soient en enseignement secondaire ou primaire, notamment univers social, mathématiques, afin de réfléchir ensemble au potentiel pédagogique et didactique de ces environnements naturels-là. La photo en bas à droite, c'est notamment en univers social où en fait on a posé aux questions aux étudiants des questions, à savoir, selon vous, quelles questions sensibles en géographie pourraient être posées, susciter des apprentissages à des élèves entre 11 et 16 ans.
Et ça, on le documente et au fur et à mesure, mais nous, on vient placer sur une carte l'ensemble de ce potentiel-là pour que des futurs enseignants puissent regarder et se questionner sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre environnement et qu'est-ce qu'on peut susciter comme apprentissage. Maintenant, au niveau des formations, de la formation de personnes formatrices. Euh, on avait avec plusieurs collègues en fait un questionnement sur comment susciter l'intérêt de mettre en place de la formation à et par l'éducation par nature dans nos programmes de formation initiale. Et là plus spécifiquement en enseignement. Donc, on a envisagé plusieurs options. Au début, on pensait créer un cours sur l'éducation par nature, penser à peut-être un programme court, mais on s'est buté à plusieurs limites. Nos programmes sont déjà très chargés. Rajouter un cours, c'était compliqué. Et en fait, on s'est dit que rajouter un cours comme ça peut être un peu décontextualisé par rapport à l'ensemble du programme. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer en fait une espèce de transversalité tout au long de notre programme de formation où les étudiants, dans différents cours, auraient l'occasion en fait de vivre des séances d'éducation par nature. Pour arriver à ça, ce qu'on a d'abord fait, c'est qu'on a créé un forum départemental. À chaque année, on doit créer un forum départemental. Et là, on l'a fait en fait sur l'éducation ancrée dans le lieu, où tous nos collègues du département, qu'ils soient chargés de cours ou professeurs, étaient invités à réfléchir au potentiel du lieu, du campus universitaire pour les apprentissages de leurs étudiants. Et on a eu un certain succès avec ce forum départemental. Ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos collègues qui ont vu le potentiel et qui ont décidé de nous contacter par la suite pour en fait mettre en place, dans le cadre de leurs cours, des activités d'éducation par nature avec leurs étudiants. Et c'est là où en fait on a par la suite nous décidé d'accompagner ces personnels formatrices-là pour qu'ils puissent aller de l'avant et s'essayer à faire de l'éducation par la nature à l'université. On a eu en tout 15 cours universitaires qui ont intégré au moins 3 heures d'éducation par la nature dans le cursus des étudiants. Donc, que ce soit en didactique du français, en univers social, en gestion de classe, l'éducation, des cours spécifiques au fondement de l'éducation préscolaire. Donc, ça allait un petit peu dans tous les sens. Et là, je vous présente, on a créé des capsules vidéo. Et je vais essayer quand même que ça fonctionne. Et là, je vais vous partager une vidéo pour vous montrer en fait chaque accompagnement qu'on a fait, on l'a documenté. Et donc, quand les personnes formatrices étaient avec leurs étudiants en train de vivre une activité d'apprentissage, d'éducation par nature, on a interviewé la personne formatrice, on a filmé les séquences et on a filmé les étudiants qui réagissaient au vécu en fait qu'ils ont eu sur le lieu. Oups, je m'excuse, ça a coupé. Je pense que je ne peux pas ouvrir le chat et partager en même temps. C'est vraiment d'initier les personnes étudiantes à la planification et au pilotage de situations de développement et d'apprentissage en contexte d'éducation par la nature et en contexte d'éducation préscolaire. En tant que futur enseignant, c'est tellement important, je trouve, de vivre les expériences par nous-mêmes en premier, et après ça, des activités avec les enfants. Je trouve que pour le bien-être des enfants, c'est tellement enrichissant d'apprendre par la nature. L'endroit où on peut vraiment apprendre, qu'on peut vraiment s'intéresser aux choses, c'est tellement enrichissant de voir les enfants eux-mêmes se découvrir et découvrir la nature en même temps. C'est une façon d'évoluer aussi, de se poser les bonnes questions à bon moment. J'ai vraiment découvert avec la promenade que
Il y a beaucoup de potentiel. Les possibilités sont vraiment infinies pour faire des apprentissages. Puis ce que j'aime aussi, c'est et que j'ai découvert, c'est vraiment la spontanéité dans les apprentissages. Les enfants, ils voient quelque chose, ça peut être un potentiel d'apprentissage, c'est très spontané. Ils vont vraiment dans la direction où ils veulent avec un cadre qui est sécuritaire. Dans notre cas, ça va être de recevoir en fait des enfants de classe de maternelle de la région. Les personnes étudiantes du cours vont être invitées à prendre en charge en fait des groupes d'enfants dans un mois. Donc, ça va vraiment mis les bases de l'expérience de prise en charge complète qu'ils vont avoir en vivre prochainement, ici même. Concrétiser énormément nos apprentissages. Donc, ce qu'on a vu en théorie, bien maintenant, on pouvait le mettre en application dans la forêt, avec la sève qui a coulé d'un arbre. Puis les enfants étaient vraiment fascinés. C'était faire des apprentissages par leur intérêt, par leur curiosité. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que de fonctionner de cette façon-là en enseignement universitaire, ça place concrètement nos personnes étudiantes dans des contextes où la capacité d'adaptation, la flexibilité cognitive, le sens des initiatives doivent être mis de l'avant pour s'en sortir et réussir en fait à répondre aux besoins des enfants qui se trouvent devant eux. Je retiens aussi que c'est une façon de faire c'est vraiment une approche pédagogique qui est engageante, donc ça initie bien les personnes étudiantes à toute l'importance d'être très actifs auprès des enfants pour soutenir les apprentissages. Donc voilà pour la présentation de la petite vidéo. Vous aurez remarqué, on l'a fait en deux parties. Une première partie où en fait on était juste avec les étudiants pour qu'ils découvrent le territoire, pour qu'ils se questionnent sur le potentiel avec des enfants de l'éducation préscolaire. Puis la deuxième partie, c'est dans le cadre d'un deuxième cours, en fait, on accueillait les enfants de l'éducation préscolaire avec les étudiants pour qu'ils vivent ensemble cette éducation par nature. Quand les enfants étaient là, il pleuvait des cordes pendant 3 heures. C'est pour ça que la dernière petite capsule de la formatrice était à l'intérieur. On était heureux d'aller au sec. Ce qui était étonnant, c'est que nos étudiants, eux, réclamaient d'aller à l'intérieur, les enfants, non. Donc là aussi, dans la formation, on avait aussi toute cette réflexion avec nos étudiants sur justement comment on se prépare à tout ça, qu'est-ce qu'on vit en tant que futur enseignant quand on est aussi à l'extérieur avec nos élèves, qu'est-ce qu'on peut projeter aussi comme perception aux enfants. Donc, si on se plaint d'avoir froid, si on se plaint que ça pleut, peut-être ça va avoir des répercussions sur les enfants, etc. Donc, on amène toute une réflexion aux futurs enseignants grâce à des formations comme ça. On a eu aussi des exemples de cours, en fait, dans la formation initiale où on a accompagné, on a documenté, notamment en gestion de classe, difficultés socio-émotionnelles et comportementales, l'éveil et l'expression artistique au préscolaire et au primaire, attitude du personnel enseignant et bien-être des élèves à l'école, didactique des sciences humaines au préscolaire et au primaire. Donc, vous voyez, ça, c'est quelques exemples juste cette année. Mais là, ça fait 3 ans qu'on accompagne et on a vraiment dans différents types de cours la possibilité de mettre un peu d'éducation par nature. Et ça augmente d'année en année parce que nos collègues se parlent entre eux, ils apprécient, ils voient la plus-value de tout ça. Et je voulais vous montrer un deuxième exemple qui est lui aussi en éducation par nature. Et ça ne fonctionne pas non plus du premier coup. Voilà. Qui est sur un territoire un peu plus loin. Donc, on explore aussi des territoires qui ne sont pas directement sur notre campus avec les étudiants, mais quand c'est des territoires qui sont intéressants en lien avec les contenus du programme de formation à développer, on n'hésite pas non plus à prendre un petit peu la route pour aller là à 15 minutes de voiture seulement du campus. Le son est moins bon sur cette vidéo, je m'en excuse.
Garder en tête une chose de leur expérience sensible du lieu d'aujourd'hui, une chose qui pourrait être éventuellement le point de départ d'une réflexion, d'une intention pédagogique. On va les partager ensemble quand on va revenir en classe. Et donc, on va essayer de voir s'il y a certains pôles d'exploitation pédagogique qui peuvent émerger de leurs observations du lieu, de ce qu'elles ont ressenti ici. Et de là, mon but, puis on va voir si j'y arrive, ça serait de faire émerger 5, 6, 7, 10 projets d'exploitation pédagogique. Comment se servir de l'expérience d'un lieu pour penser des projets qui seraient vraiment signifiants pour les élèves. Le but de la rencontre ici, c'est de voir un peu comment on pourrait mettre à profit une sortie en territoire, et on va dire autochtone non cédé, ici, donc en territoire Wabanaki. On pourrait la mettre à profit avec des élèves pour peut-être développer leur conscience géographique, leur conscience historique. Nous sommes déjà en présence de Jacques Watso. Oui, Jacques? Combien y a-t-il de nations autochtones au Québec? 11. 11. Dans leur milieu, tu t'en plus concerné aussi par la préservation des lieux. Et qui comprennent comment il a été utilisé, pourquoi il est là, ben, ils vont dire c'est intéressant de le garder. Des fois, dans l'industrie aussi, il y a des questions qui surviennent que tu n'aurais pas pensé si ça avait été, mettons, en classe. L'école, parfois, c'est un peu associé au banc d'école. Puis le fait de venir en nature, ça met vraiment quelque chose de plus concret. Surtout, là, on est venu dans le contexte d'un cours de géographie puis d'histoire. Avec le fait de venir en nature, de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut retirer d'un espace. Pour moi, ça a été vraiment... c'est vraiment enrichissant. Ça met du concret sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves. C'est ça important de commencer par justement aller explorer le milieu, voir qu'est-ce qui parle aux élèves. Puis pour nous aussi, ça a été vraiment parlant. Donc, vous voyez, on a plusieurs vécus d'étudiants qu'on aime partager en fait. Puis dans notre vision de l'université ouverte sur la communauté, on veut mettre en place des projets aussi avec cette communauté-là. Donc, on offre aussi de la formation continue aux enseignantes et enseignants qui sont proches en fait de l'université, donc les écoles à proximité. Et on a mis en place en fait notamment des accompagnements d'équipe école. Donc là, c'est un exemple avec l'école du collège Marie de l'Incarnation où en fait on a vécu plusieurs journées de formation. On a été avec l'ensemble du personnel enseignant sur leur territoire de leur école pour voir toutes les potentialités en fait de l'environnement avec leurs élèves, dépendamment des cours qu'ils enseignaient chacune. On a aussi des projets en fait de recherche partenariale, notamment avec l'organisme Pilier Vert, qui est un organisme d'éco-citoyenneté, de sensibilisation à l'écologie, avec des enfants là c'était des enfants de 8-9 ans et de 11-12 ans, qui ont vécu en fait sur notre campus des journées entières d'éducation par la nature. Puis après, on allait en classe avec elles et eux pour faire ce qu'on appelle la cartographie sensible et participative pour faire revivre l'expérience, mais une fois en classe. On ne voulait pas que l'expérience d'éducation par nature s'arrête à l'extérieur. On voulait qu'il y ait une continuité avec ce qui se vit en classe. Et donc, les enseignantes, on les accompagnait aussi dans toute cette démarche de mettre en place un dispositif. Puis l'ensemble de ces travaux, en fait, nous ont permis en fait de mettre en place un site web. Je vais vous en donner le lien à la fin de la présentation, dans lequel on retrouve en fait notamment un outil réflexif qu'on a mis en place, qui permet aux enseignantes qui veulent essayer l'éducation par nature ou qui sont déjà dans des pratiques d'éducation par nature, de poser un regard réflexif sur leurs pratiques. On a fait une revue de littérature dans laquelle on a ressorti
7 grands principes de l'éducation par nature, selon nous et l'ensemble de la littérature scientifique, qui permet en fait de se questionner, par exemple, est-ce que les enfants sont actifs? Est-ce qu'on est dans l'agentivité avec les enfants? Puis là, il y a plusieurs questions et ça permet de se positionner sur un curseur puis de réfléchir à si j'avais à recommencer mon activité, comment je pourrais les rendre plus actifs, par exemple. Donc, on a des outils réflexifs comme ça. Puis, on a toutes les capsules vidéo qu'on a documentées, donc notamment avec des enfants à l'éducation préscolaire, au primaire, où on a accompagné les enseignantes qui faisaient de l'éducation par nature, mais aussi en enseignement universitaire, comme j'ai pu vous montrer des exemples. Donc, on essaye aussi de rendre accessibles les outils pour la communauté éducative, pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ces outils-là pour mettre en place l'éducation par nature. Maintenant, la réflexion, elle n'est pas finie du côté de l'université. On continue à réfléchir d'un point de vue notamment départemental au niveau des sciences de l'éducation sur qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant maintenant. Donc, au niveau de notre vision, là, on réfléchit de plus en plus à l'EEDD, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, comment on peut l'intégrer de manière aussi transversale comme préoccupation centrale dans notre département. On veut continuer à poursuivre la sensibilisation auprès de nos collègues aussi. Puis, ce qu'on aimerait, c'est construire en fait une vision, une mission à long terme interdisciplinaire sur l'éducation par la nature pour que ce soit vraiment ancré dans notre programme universitaire et dans les différents programmes en fait. Au niveau des actions qu'on veut entreprendre, c'est de créer des espaces collectifs pour réfléchir de manière un peu plus critique aux finalités de l'éducation et aux obstacles, et notamment ces enjeux de développement durable. On veut les intégrer dans les différents cours et offrir de l'accompagnement aux personnes formatrices pour pouvoir aborder l'éducation à l'environnement et au développement durable, notamment par l'éducation par nature. On veut comprendre les perceptions en fait, et les besoins des personnes enseignantes du département des sciences de l'éducation, donc faire une espèce d'analyse des besoins pour pouvoir mieux accompagner, mieux répondre à ces besoins-là en termes d'éducation par nature. Bien sûr, ça vient avec un renforcement de l'expertise en recherche. Puis, on veut notamment continuer les collaborations, donc formaliser davantage de collaborations avec d'autres départements et d'autres partenaires externes pour rendre le tout encore plus riche et porteur d'apprentissage au niveau de l'université. Je vous ai fait un portrait rapide de ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'autres projets, donc je vous invite à visiter notre site internet. Puis là, j'arrête le partage, puis je vais pouvoir prendre du temps pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si ça fonctionne. Parfait. J'ai été rapide, mais Hervé, on ne vous entend pas, je crois. Oui, non. Non, c'était parfait, c'est très clair. Je pense que nos auditeurs ont des questions, mais personnellement, je me permettrai d'intervenir parce que ça me donne envie d'aller travailler sur la circonscription de Trois-Rivières. Ça me renvoie, il y a 2 semaines, j'ai eu la première formation sur la classe dehors, sur ma circonscription justement, mais c'est les prémices dans le département de la Gironde. C'était la toute première formation qui se faisait. Et je crois qu'il y a vraiment une demande de la part des enseignants, dans la formation initiale, tout comme dans la formation continue. Voilà. Je me demandais d'ailleurs dans ce cadre, vous, sur quel volume horaire vous intervenez, dans quel cadre légal? Est-ce qu'il y a un cadre légal d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une obligation de formation dans la formation initiale aux enseignants? Alors, L'école par le dehors. En termes d'éducation par nature, il n'y a aucune obligation. Dans les écoles, à l'éducation préscolaire, il y a une obligation de sortir à tous les jours avec les enfants. Et à partir du primaire, il n'y a plus rien. Plus aucune obligation d'aller à l'extérieur. Et ça jusqu'à l'université. Nous, ce qu'on souhaite faire en fait avec mes collègues, c'est d'apporter un outil de plus dans le bagage pédagogique en fait des futurs enseignants, en se disant ça permet des choses qui ne sont pas forcément facilement mises en place en classe.
la résolution de problèmes notamment, de réfléchir de façon contextualisée. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans plusieurs accompagnements en formation continue de personnes enseignantes, c'est qu'elles ont nommé qu'elles redécouvraient leurs élèves ou qu'elles découvraient certains de leurs élèves. Parce que des élèves dont le format classique dans la classe ne leur convient pas, et là, d'être à l'extérieur, d'être dans une pédagogie de l'émergence, où on parle de leurs intérêts, ben, ils se sentent écoutés, ils se sentent soutenus, ils prennent leur place. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose quand même qui n'est pas beaucoup mis de l'avant par la recherche et qui pourrait aussi être mis de l'avant pour les enseignants. Un aspect qui nous manque, nous, ce qu'on trouve, que j'ai pas mis dans la présentation, c'est qu'on aimerait avoir un ou une collègue qui est spécialiste, qui a eu une formation maîtrise, doctorat et qui connaît le champ de l'éducation par nature et qu'on puisse avoir un poste universitaire à cet endroit-là. Parce que là, nous, on fait ça parce qu'on aime ça, on a découvert ce champ, mais comme je l'ai expliqué, c'est pas notre spécialité de base. C'est parce qu'on s'est rejoint sur ces intérêts-là avec certains collègues. Mais d'avoir quelqu'un de spécialiste, je pense que ça apporterait beaucoup au département dans la réflexion, dans la formation, puis d'avoir une structure qui nous permet de se faire reconnaître notre temps à nous qu'on donne à nos collègues pour l'accompagnement, pour la recherche, pour la formation, etc. Donc, on est en train de développer tout ça actuellement. Une question dans le chat. Est-ce qu'il sera possible de mettre le diaporama à disposition, Mathieu? Vu que vous avez enregistré, je me pose la question. Nous, on aura l'enregistrement à disposition, en tout cas. Voilà. Oui, je vais regarder avec vous. Oui, moi, ça ne me gêne pas. Je vais en parler avec l'équipe. Toutes les images que vous avez vues, c'est des images qui sont tirées de notre projet. Donc, nous avons les droits des images. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Oui, sans doute que je vais pouvoir faire un peu de tri, peut-être mettre les références aussi un peu plus claires que dans une présentation comme celle-ci. Mais ça me fera plaisir. Merci. Est-ce que, parmi les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à prendre la parole. Moi, je serais quand même curieux de savoir si je vois que notre amie de Belgique, qui est formatrice aussi en haute école pédagogique, s'ils font aussi un petit peu ce genre de démarche, chacun de leur côté au post-secondaire. Je crois savoir qu'en Belgique, la formation est assez poussée par rapport à la France où elle est quasiment inexistante et qu'il y a une sensibilisation de tous les futurs enseignants à l'école du dehors. Mais peut-être que la collègue va me contredire. Je ne sais pas si vous avez... Excusez-moi, mais c'est ma première dans l'animation de webinaire. Je ne sais pas si vous avez les droits pour la prise de parole. N'hésitez pas à écrire dans le chat, en tout cas. Ah oui, Elodie nous dit les associations citées ont des ressources des sites internet qu'on peut consulter. Oui, puis notamment en France, Solonia, ma petite école Forêt, je pense que son site internet. Mais ça, je pourrais les ajouter dans le partage du diaporama après. C'est une chercheure qui travaille à l'Université de Paris-Créteil qui s'appelle Laura Nicolas, qui donne la formation, qui accueille aussi sur son site, elle a créé un site qui est avec l'association Solonia, où ils accueillent, oui, des enfants, mais aussi des enseignants pour se former à l'éducation par la nature. Donc ça, je vous invite à aller voir parce que c'est quand même un site assez extraordinaire. J'ai eu l'occasion de visiter leur ancien site, mais ils ont déménagé, puis le concept reste le même. Là, il y a présence d'un environnement naturel très riche, mais ils utilisent aussi les animaux dont on parle très peu en fait quand on parle d'éducation par la nature, mais qui font partie de cette nature-là. C'est une ressource que je n'avais pas eu tout connaissance, moi non plus. Donc, comme quoi, il faut parfois traverser l'Atlantique pour trouver des ressources très proches. D'où l'intérêt de croiser nos énergies, effectivement. Parce que je crois que nous avons beaucoup de choses à partager. C'est là où nous, on commence à faire des projets justement de cartographie des initiatives et partenaires potentiels
d'éducation par nature. En fait, là, on va un peu plus loin. C'est toutes les initiatives et associations qui font le lien entre éducation et environnement. Que ce soit au niveau de la pollution, au niveau de la sensibilisation, de l'éco-citoyenneté et autres. Donc, de connaître où sont les différents acteurs permet de connecter en fait dans un territoire et permettre d'avoir des retombées, à notre avis, sur le plus long terme, plus intéressantes. Puis, un des objectifs qu'on veut développer là, prochainement, c'est notamment accompagner des écoles sur leur territoire en lien avec des enjeux socio-environnementaux propres à leur territoire à partir de ce qu'on appelle les bassins versants. Donc des rivières qui sont proches des écoles, et donc de pouvoir ensuite partager les enjeux, partager les pistes d'action que les écoles auront entreprises les unes avec les autres, pour créer un petit peu une espèce de ce qu'on appelle un concept que j'ai appris récemment, l'hydrosolidarité, où en fait c'est toutes les actions en lien avec une même rivière, d'être solidaires en amont comme en aval, donc de se parler, de comprendre les enjeux pour agir ensemble. Et on aimerait impliquer les élèves. Oui, forcément. C'est vrai que l'eau est tellement présente au Québec que ça semble... Oui, on en a partout. Elodie, pose une question. J'utilise beaucoup les ressources du site Enseigner dehors. Enseignerdehors.ca. C'est un très beau site qui est à la base anglophone, donc c'est vraiment fait plus dans l'Ouest canadien, mais qui a été traduit en français pour les communautés francophones. Oui, effectivement, c'est un très, très beau site. Il y a plein de ressources dessus. Elles ne sont pas toutes traduites en français, malheureusement. Ils y travaillent, mais effectivement, je vous invite à aller voir ce genre de ressources-là. Parmi nos partenaires, il y a, pour ceux qui travaillent en petite enfance, là, chez les 0-6 ans, l'UMR, Petite Enfance Grandeur Nature, qui est intéressant. On a aussi un référentiel qui a été mis en place, notamment avec certains chercheurs de cette UMR-là, sur les principes pédagogiques d'éducation par nature avec les plus petits. Après ça, je vous invite aussi à un autre partenaire qui est la CREPA, qui est un centre de recherche. Je vous ai perdu en même temps parce que je cherche, qui se situe à l'université de Sherbrooke. C'est la chaire de recherche sur l'éducation en plein air, qui pourrait aussi avoir des outils qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, notre site à nous, où on a quelques vidéos, quelques outils. Il est en construction. C'est une évolution. Nous, on a eu la chaire d'excellence en enseignement pendant 2 ans. Elle vient de finir là au mois de mai. Maintenant, on est un laboratoire de recherche. Et ce qu'on aimerait avoir en fait à l'université, c'est un centre de recherche et de formation qui permet en fait d'avoir les meilleures conditions pour accueillir des élèves, des enseignants, des cours universitaires et aussi de la recherche. Là, actuellement, on balade notre matériel dans nos voitures respectives, puis on n'a pas cette structure qui nous permet de rendre ça intéressant, mais tout ça en préservant notre environnement. Puis c'est des questions qu'on se pose, hein, à savoir comment permettre une éducation par nature tout en préservant l'environnement. Donc notre présence à nous avec nos étudiants, vous avez vu, des fois on est nombreux, hein, donc comment on profite, on sensibilise, on se met en action, mais tout en préservant aussi le lieu, c'est pas évident. Donc on essaie de rester sur les sentiers, mais qui limitent les opportunités d'apprentissage. Donc on se pose toutes ces questions-là, puis c'est là où on ouvre des questionnements avec nos collègues des autres départements universitaires, notamment les sciences de l'environnement, pour avoir un peu leur vision aussi d'écologistes qui nous permettent d'avoir des réponses un peu plus concrètes à nos questionnements que nous, on peut avoir avec des groupes scolaires. Notamment sur les ferrobactéries dans la rivière. Là, on pensait avec les élèves que c'était de la pollution. Et en fait, ils nous ont expliqué que non, ils nous ont montré comment ça se faisait, etc. Donc, d'avoir des experts dans nos sorties, c'est quelque chose qu'on met en place régulièrement. Je peux vous donner des exemples. Avec certains élèves, ils se sont questionnés notamment sur ce qui était comestible dans la forêt. Donc, on voulait bien essayer de goûter, mais si on ne sait pas si c'est comestible ou pas, c'est un peu risqué. Donc là, on a été chercher la toxicité des produits.
Donc là, on a été chercher des personnes expertes qui nous ont accompagnés, qui ont répondu à leurs questions et ça a enrichi l'expérience et en fait les savoirs qui ressortent de ce territoire. Donc on a trouvé de la vigne sauvage, on a trouvé des champignons qui étaient comestibles. Puis pourtant, c'était à l'automne, donc il y avait moins de choses comestibles. Ils se sont posé des questions sur une plante qui s'appelle l'asclépiade, qui est essentielle ici, notamment pour les papillons monarques. Et en fait, ça fait des espèces de cocottes qui s'ouvrent avec la chaleur et qui répandent un petit peu comme des pissenlits, mais puissance 1000 des graines. Et en fait, ils ont trouvé les cocottes, ils se sont posé la question de ce que c'était, ils les ont ramenées en classe. Puis ça s'est ouvert pendant la nuit. Et là, ils ont plein de questions qui sont posées. Ils ont accusé leur enseignante, c'est toi qui as fait exprès. Et ils ont fait plein d'expérimentations. Ils l'ont mis dans le froid, dans le noir, à la chaleur, etc., pour voir qu'est-ce qui déclenchait cette ouverture de cocotte-là. Puis après ça, on est retourné. Puis là, ils ont fait le lien avec les papillons monarques. Puis ils sont renseignés. Ils se sont rendus compte qu'il y a des compagnies maintenant qui utilisaient l'asclépiade pour de l'isolant textile. Donc, ils font des moufles, des mitaines avec l'asclépiade, certains manteaux aussi. Donc, juste par l'expérience, le questionnement sur le terrain, il y a tout plein d'apprentissages qui ont été faits par ces élèves-là. Puis, on essaye, nous, au fur et à mesure, de ramener ces apprentissages-là à l'université. Donc, ces élèves-là ont été invités dans un cours de didactique des sciences universitaire pour parler de leur découverte. Et ils ont donné 3 heures où ils expliquaient toutes leurs découvertes, toutes leurs démarches scientifiques à chaque fois qu'ils avaient un intérêt. On a appris des choses sur les escargots des bois notamment. Donc, c'est toujours très stimulant de partir des intérêts des enfants. Et la complexité pour les enseignantes, c'est de faire le lien avec le programme de formation. Et en fait, ce qu'elles se sont rendues compte, c'est que ça ouvre beaucoup plus de portes. Et la difficulté, c'est de choisir la bonne porte avec les enfants et de condamner certaines portes dans lesquelles les enfants auraient peut-être voulu aller, mais c'est toujours la réflexion de la plupart des enseignantes, c'est la question coût-bénéfice en termes de temps et d'investissement par rapport aux apprentissages et aux programmes qu'il faut passer. Mais la plupart qui ont fait ça avec nous se sont rendus compte que c'était faisable, les liens avec le programme. Mais que c'était un changement de posture, donc de partir de l'émergence plutôt que de l'intention. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec des collègues aussi. Je travaille moi-même en maternelle, donc en préscolaire, pour ce qui est du québécois. Et mes collègues de cycle 3 me disent souvent, mais nous on a un programme et l'école dehors ça vient en plus. Et il y a souvent cette opposition qui est ramenée. Et c'est vrai que je pense que c'est un gros problème. Il faut aider les collègues effectivement à démontrer que ça peut rentrer dans les programmes et que ça peut faciliter effectivement certains apprentissages. Je vois que Amélie a demandé comment vous contacter. Voilà, je pense que ça répond à la question. Je me demanderai sur Internet. Sinon, je vais vous partager notre site web. Je vais essayer de trouver l'adresse site web. Si vous tapez Enaterra dans la barre de recherche, normalement on le trouve facilement. Mais je l'ai ici, je l'ai trouvé. Tout à fait, Elodie. Avec votre exposé me frappait par moi-même travaillant en maternelle, on avait tout à fait les mêmes considérations et les mêmes préoccupations. Et c'est vrai qu'il y a cette demande de la part des collègues aussi d'avoir un apport théorique. Ils pensent qu'il faut savoir pour pouvoir sortir. Alors que ce qui est intéressant quand on sort, c'est le questionnement et c'est l'attitude aussi des enfants complètement différente. Et briser un peu ce qu'on appelle la forme scolaire qui est très prégnante en France. Je ne sais pas si elle est aussi forte au Québec, mais c'est vrai que le poids des programmes, toutes ces contraintes d'horaire est particulièrement empêchant pour certains enfants et qui se révèlent lorsqu'ils sont à l'extérieur. Je l'ai pu le découvrir lors de lectures et d'études universitaires qui ont été faites auprès d'enfants, notamment TDAH, mais je peux le vivre au quotidien dans ma classe où j'ai quelques enfants à des problèmes de comportement et qui sont transformés lorsqu'ils sont en classe dehors. On a la chance au Québec, on a la chance à l'éducation préscolaire d'avoir un programme qui est développemental, qui ne se veut pas scolarisant, donc on est dans le développement global de l'enfant. C'est peut-être plus facile à mettre en place l'éducation par nature parce qu'on n'a pas ces contraintes
prescription de programme chez les plus petits, même si ça se fait très bien au primaire quand même. Mais je pense qu'il y a une certaine facilité à ce niveau-là parce que le programme nous le permet. Après, ça dépend de chaque personne enseignante. Ça donne envie de venir travailler avec vous et de franchir l'océan. En tout cas, un grand merci. On est très ouvert à la collaboration. Oui. Donc, cet enregistrement sera disponible comme tout ce qui est fait au sein de la FAPEDA sur les sites de la Fabrique des communs pédagogiques si vous voulez y revenir, et pour tous les gens qui n'ont pas pu assister. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les auditeurs. Et oui, je vois qu'Élodie confirme que voilà, elle est sortie il y a 5 ans, et la première fois grâce à un élève TDAH. Oui. C'est vrai que quand on l'a vécu une fois et que on s'arrache un peu les cheveux dans le cadre de la classe et qu'on voit les effets sur le terrain, on hésite moins la fois suivante. Mais bon, sortons aussi pour tous les enfants en général. Il y a bénéfice pour tout. Merci, je vois que... Oui, voilà. Amélie travaille aussi. Et ça, c'est un champ de recherche qui a été très peu étudié, puis qui commence à être étudié justement dans une perspective inclusive, les bénéfices de l'éducation par la nature. On est vraiment dans les balbutiements de la recherche à ce niveau-là. On a très peu de données. On a des constats de différentes personnes enseignantes, mais très peu de données vraiment concrètes sur est-ce que c'est réaliste pour tous les enfants, peu importe leurs besoins de soutien. Parce qu'on pense des fois, là, je vois Élodie qui partage Amélie avec les enfants TSA. Ceux qui sont hypersensibles, ça peut être problématique, par exemple. Il y a tout plein de questionnements comme ça où on n'a pas encore les réponses, mais la recherche commence à s'y intéresser. Dans la perspective inclusive, je trouve ça intéressant. Et ce genre d'initiative de croiser nos ressources, justement, pour avoir une valeur peut-être un peu statistique aussi pour la recherche, parce que j'imagine que c'est ça aussi, c'est qu'ils aient connaissance des pratiques qu'il y a et de pouvoir croiser des analyses. Voilà, c'est important aussi de savoir qui fait quoi et comment l'étudier, quoi. Pas sur quelques exemples. Donc, en tout cas, merci pour ces initiatives. Continuons. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent quand ça donne envie d'aller. Là, moi, j'ai partagé ce qu'on fait. C'est pas tout rose non plus. Hein. On se bat, on a des collègues qui comprennent pas ce qu'on fait. Il faut aussi avoir ça en tête. Hein. Là, nous, on prêche, on essaye de prêcher par l'exemple, mais c'est pas toujours évident non plus. Les structures académiques ne nous permettent pas toujours de faire ça. On est encore contraint à des structures quand même de 45 heures qui correspondent à 3 crédits avec 3 heures par semaine. Donc, pour faire de l'éducation par nature, des fois, c'est pas toujours évident, hein, ce genre de structure-là. Donc, c'est des réflexions aussi qu'on veut mener à l'université. Bon courage et on continuera à vous suivre. Donc, un grand merci pour cette intervention, Mathieu. Et merci aux personnes qui étaient présentes. Et donc, bonne soirée, au plaisir de vous retrouver sur les réseaux de la Fabrique des communs pédagogiques et puis continuer à suivre les rencontres internationales de la classe de Or. Hein. Il y a beaucoup de rencontres et de choses qui vont émaner de là et beaucoup de documentation que vous pourrez ensuite consulter. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.